Causons couture, un podcast créatif pour parler de notre garde-robe faite main et découvrir le milieu de la couture avec des interviews de ses personnalités, de ses entrepreneurs et de ses actrices qui nous inspirent. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathilde, créatrice de ce podcast et fondatrice d'Atelier Sherwood. Sherwood, c'est une promesse que tu t'offres, la promesse de t'aimer simplement, oser un nouveau regard sur toi, assumer qui tu es et ne plus t'excuser d'être là. Une méthode de développement personnel axée sur l'expérience, la redécouverte de ton corps et de tes aspirations individuelles. Fuck everybody. Je dis bye bye aux grandes injonctions de la vie, je suis unique. Toi aussi tu es unique. Alors tu veux te sentir mieux dans tes vêtements et dans ta vie ? Morphologie, colorimétrie, style, coaching en images, je suis là pour toi. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Mylène de Folie Ordinaire. Bonjour Mylène. Bonjour. Merci d'avoir répondu à mon invitation et aujourd'hui c'est le deuxième épisode de notre introduction au tricot parce que je trouve que le tricot est un beau complément de la couture dont on parle beaucoup sur ce podcast. Et donc, il me semblait intéressant à celles qui ont déjà commencé à tricoter et qui sont un peu perdues ou celles qui sont tentées de tricoter, de se dire comment on fait. En fait, j'ai un fil, des aiguilles et je fais quoi ? Comment ça se passe ? Donc, on a vu la dernière fois, on a parlé de la fibre, de la laine qu'on va tricoter et un petit peu des couleurs et comment ça se passe, les teintures. Et aujourd'hui, avec toi, on va plus parler du design. Est-ce que tu peux nous expliquer, donc toi, tu es designer tricot. Comment t'en es arrivée là, toi ? C'est un peu compliqué. Enfin, c'est compliqué, c'est vraiment par hasard, en fait. C'est plus autodidacte qu'autre chose, puisqu'à la base, j'ai une formation de professeur des écoles. Ouais. Donc, j'ai fait 10 ans de prof des écoles et j'ai commencé par curiosité, en fait, parce que j'avais une idée en tête et que je me suis lancée à faire cette idée et après on a envie d'un truc en plus et puis de ça et puis si je faisais un truc comme ça et si je faisais un gilet comme ça et donc j'y suis arrivée comme ça et en lisant aussi beaucoup du coup pas mal de textes américains notamment sur la morphologie et autres. Ouais. Et puis aussi avant de me lancer moi-même j'ai fait pas mal de tests aussi et appris avec d'autres designeuses notamment. D'accord. Et donc, toi, t'as pas eu envie de te cantonner à j'utilise ce que j'ai et je modifie, peut-être ? Non, parce que c'est rigolo, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je propose de faire aux gens, mais avec le livre. Mais non, j'avais besoin d'expérimenter par moi-même aussi et de créer. Après, j'ai toujours, depuis que je suis gamine, j'aime bien faire des petits croquis de vêtements, des petits trucs. Je pense que je pourrais même en retrouver parce que je garde des trucs improbables. Mais retrouver je disais, je sais plus quand, il y a pas si longtemps, que je regardais quand j'étais au collège les Totally Spy, juste pour voir les looks des 3 filles et les redessiner en fait. Et je m'amusais à les dessiner en regardant le dessin animé. Voilà. Et toi aujourd'hui, tu fais aussi de la couture. T'as commencé par la couture ou par le tricot en fait ? Alors, la couture, le tricot, j'ai commencé petite puisque c'est ma grand-mère qui m'a appris quand j'avais 6-8 ans. Je sais pas. J'en ai pas fait pendant longtemps, collège, lycée. J'ai repris au lycée en fait, parce que ma grand-mère continuait de me tricoter des trucs, mais j'ai eu envie aussi moi de tester. Ouais. Et je pense qu'au même moment, j'ai commencé à faire un peu des trucs en couture aussi. Je me souviens être allée à Toto acheter un tissu, une viscose trop moche. Des bouts en essayant je voulais faire une robe avec un pan en diagonale, enfin bref. Mais je pense que c'était à peu près au moment où j'ai eu envie de me tricoter des trucs, j'ai aussi eu envie de voir si je pouvais coudre des trucs aussi. Et à partir de quel moment, toi, tu t'es dit j'ai envie de tricoter pour aller avec ce que je couds ou j'ai envie de coudre avec ce que je tricote ? Ça a été assez récent, je crois. C'est une démarche qui a été longue. En fait, pendant longtemps, j'ai acheté des laines que je trouvais belles. Et notamment, j'ai acheté beaucoup de violets. J'ai beaucoup trop de violets dans mon stock. Puisque
une jolie couleur, mais je la porte pas, en fait. Je trouve qu'elle me va pas. Ouais. Et même, j'ai acheté des vêtements violets, et enfin bref, c'est une autre histoire. Et, et en fait, à force d'avoir un stock, au final, que j'achetais et que je ne tricotais pas ou que je ne cousais pas, parce que j'ai aussi acheté pas mal de tissus que j'ai jamais cousus, je me suis dit que c'était pas possible et qu'il fallait que je réfléchisse en termes de look. Ouais. Du coup, c'est peut-être plus partie du tricot et de choses que moi je tricotais et de me dire qu'est-ce que je pourrais me coudre pour aller avec. Ouais. Et maintenant, en fait, c'est lié. Ça va être dans les deux sens. Je vais avoir un tissu que je vais imaginer en pièce, en robe ou en jupe, et je vais me dire si je faisais un pull comme ça ferait super bien. Et inversement, en fait, ça finit par se répondre, en fait. Et ce que j'aime bien, c'est de pouvoir avoir une garde-robe où, du coup, comme il y a une cohérence aussi couleur, parce que j'apprécie les mêmes couleurs et je trouve qu'elles me vont, il y a plein de pièces qui vont ensemble au final. Oui. Oui, à partir du moment où on est cohérent dans ce qu'on fait, très souvent, il y a des choses qui vont être interchangeables avec ce qu'on va créer, quoi. Ouais, avec ce qu'on a déjà. Et quelle est ton inspiration pour tes créations tricot? Est-ce que ça part de toi, tes envies? Ou bien est-ce que tu as une inspiration mode? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a proposé un projet et que tu te dis oui, c'est vrai que c'est bien. Comment ça se passe chez toi? Alors, partir d'un projet qu'on me propose, j'ai du mal. Ouais. Non pas que je trouve l'idée nulle ou quoi, c'est juste que j'ai du mal à me l'approprier, en fait, par moment. Alors après, il y a des fois où oui, on va me dire si tu faisais un truc en t'inspirant de telle pièce, ce serait chouette. Et du coup, banco, c'est une super idée. Et dans ce cas-là, j'y vais. Je pense notamment à Simone qui m'avait dit ce serait chouette de faire un pull inspiré de Baya, donc un t-shirt d'été. Et c'est d'ailleurs, il est là. Enfin, les gens le voient pas puisque je suis bête. Et donc partir d'une forme, en fait, elle m'a dit de développer un pull. Et là, je me suis dit effectivement c'est bien. Et sinon, je passe beaucoup trop d'heures sur Pinterest. Un des gouffres. Ouais, c'est ça. Et j'aime aussi beaucoup regarder, je sais pas si tu connais les chroniques de Loïc Prigent. De nom, ouais. C'est un journaliste mode qui suit souvent les Fashion Week. Ouais. Et quand il y a la Fashion Week de Paris, donc 2 fois par an, là, j'ai pas suivi, mais du coup, il fait toute une série de reportages à la télé, et j'aime bien les regarder. Alors, je prends plein de notes sur les tendances couleurs ou les tendances, les matières, les fluidités, voilà. Ouais. J'ai des notes. Et ça t'inspire sur des futurs projets, en fait. C'est ça, ouais. Ouais. Et en plus, comme souvent, c'est 6 mois à l'avance, c'est intéressant puisque c'est pas forcément les tendances qui vont être mode au niveau de la classe moyenne, parce qu'il faut pas se leurrer, c'est du luxe, les défilés de mode, et on va pas aller porter la robe transparente avec plein de fluidité qui traîne derrière sur 10 mètres, ou enfin voilà. Avec le temps qu'il fait en ce moment, je vois pas pourquoi tu dis ça. Non, je sais pas non plus. Mais du coup, c'est intéressant quand même en termes de couleurs. On arrive à voir quand même des couleurs qui vont se dégager et qui vont effectivement, 6 mois après, on se dit tiens, dans les défilés, cette couleur-là, elle était hyper présente, et effectivement dans le prêt-à-porter, on la retrouve beaucoup aussi, quoi. Donc, toi, tu dis que tu as commencé par des tests. Comment ça se passe un test? Il y a peut-être plein de façons. Et toi, en tout cas, qu'est-ce que tu as appris en faisant ces tests? C'est compliqué. Je pense que c'est plus les techniques, en fait. Le fait d'avoir plusieurs tests et plusieurs designeuses différentes, c'est vraiment des rédactions différentes, des processus différents aussi au niveau de la... Alors, elles donnent pas leur méthode de gradation ou quoi, ça, tu le construis toi-même, mais elles ont toutes des... Comment dire? J'arrive pas à trouver le mot. Des approches, en fait, différentes, et du montage du pull, et en fait, ou de la pièce tricotée, et du coup, c'est hyper enrichissant sur les constructions, sur les formes, sur la morphologie aussi, parce que certaines vont pas avoir du tout les mêmes objectifs de morphologie que d'autres. Ouais. Du coup, c'est intéressant. C'est là-dessus plus que j'ai appris.
Ouais, ça nourrit tout le côté technique, on va dire, C'est ça. et style Ouais. des tests. Et aujourd'hui, le tricot, toi, tu le transmets, donc tu proposes des designs et tu transmets aussi en atelier. Oui, sur Rouen, ouais, j'ai des ateliers. Qu'est-ce que tu proposes dans ces ateliers, en fait? Enfin, c'est débutant, c'est des gens qui peuvent venir chercher de la technique. Comment ça se passe? Il y a un thème? Alors pour le moment, il y a 2 types d'ateliers parce que c'est le lieu où je donne les cours, c'est un lieu assez nouveau. Ouais. Du coup, faut le temps de faire découvrir aux gens et de leur dire regardez, on est là, on existe. Parce qu'en fait, il y a une grosse mode des ateliers, je trouve, en ce moment. Les gens, ils sont vraiment en recherche de fait main et de l'apprendre en vrai avec un vrai contact physique, enfin, des vrais gens, en fait, et pas que un cours internet ou un tuto YouTube qui pourrait être très bien, mais les gens ont vraiment besoin du contact, en fait. Ouais. Et donc, du coup, on a 2 types de cours pour le moment, parce qu'au début, on a voulu lancer un cours technique, mais je pense que c'était trop tôt. Et on n'avait pas le public pour, en fait. Et je suis en train de me demander si ça vaudrait pas le coup, 1 an après, de retenter. Ouais. Et là, pour le moment, on a vraiment un atelier débutant pour apprendre. Donc, il y a régulièrement des gens qui viennent. Samedi dernier, j'ai encore eu une élève qui est venue apprendre et qui est repartie hyper contente parce qu'elle cherchait vraiment un loisir pour se canaliser et créer quelque chose. Et vraiment, son objectif, c'est je veux me tricoter un pull. Ouais. C'est rigolo de partir de rien. Et son discours, c'était ce que je disais avant, c'était elle voulait pas apprendre sur Internet, alors qu'elle est prof de yoga sur Internet. Donc c'est rigolo voilà, j'ai trouvé ça rigolo de vouloir du vrai contact, ou d'apprendre quelque chose pas en virtuel, alors que elle, c'est c'est son travail. Ouais. Et sinon, on a des cours qu'on appelle SOS Tricot, où chacun vient avec son projet, les blocages, et soit la volonté d'apprendre une nouvelle technique ou d'être débloqué dans son tricot parce qu'on ne comprend pas le patron ou voilà. Ouais. Et justement, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux personnes qui ont envie de commencer ici, qui n'ont pas forcément la chance d'avoir un atelier tricot où ils sont, et s'ils ne sont pas, par exemple, à Rouen, un atelier Claude Ormu, par exemple, de temps en temps. Comment ça se passe si aujourd'hui, donc, on a choisi un fil, où on a envie de commencer un patron, où est-ce qu'on trouve les patrons et comment ça se passe? Les patrons, tu l'as évoqué tout à l'heure, Ravelry, c'est une mine d'or. Après, Ravelry, c'est une plateforme internationale, donc il y a aussi beaucoup de patrons en anglais. Donc voilà. Après, grâce aux réseaux sociaux, on arrive aussi à trouver facilement des designers et puis à être envoyés sur leur site. Ouais. Et YouTube, c'est aussi assez génial pour apprendre une méthode qu'on ne connaît pas ou une technique spécifique. Ouais. Donc en fait, il y aurait donc soit comme pour les patrons, on va dire une boutique personnalisée. Enfin, chaque créateur a sa propre boutique où il vend ses propres patrons. Et aujourd'hui, et donc il y a ce site en tricot qui est assez génial, qui s'appelle Ravelry, où en fait on va retrouver un grand nombre de patrons qui vont être rassemblés au même endroit. Pour l'utiliser régulièrement, je trouve que ce qui est vraiment super, c'est qu'on va pouvoir il y a un moteur de recherche en fait avec énormément de sélections possibles. C'est-à-dire que ça veut dire, par exemple, s'il me reste 2 pelotes, qu'est-ce que je peux en faire? Si je veux un pull, mais je veux absolument qu'il ait un col en V, je vais trouver que des patrons de col en V. Si j'ai 2 fils que j'ai envie de mixer, je peux demander ça. Voilà, si j'ai que des aiguilles de 3, par exemple, je vais demander que des pulls. Oui, ou même en fonction de ta laine. C'est ça. C'est la quantité de laine, mais aussi la grosseur de laine. On peut donc, il y a énormément de choses comme ça. Toi, la plupart de tes clientes, elles achètent via Ravelry ou via ton site? Ravelry, essentiellement, ouais. Les Françaises, les francophones, essentiellement sur Ravelry. De plus en plus sur le site parce qu'elles ont compris que Ravelry est une plateforme et donc qu'on a une commission à reverser à Ravelry. Ouais. Mais assez conséquente quand même. Du coup, avec la pédagogie, en fait, elles comprennent que effectivement, c'est plus avantageux pour nous de l'achat sur le site perso. Ouais. Mais Ravelry essentiellement. Et Ravelry, ça a aussi l'avantage que
il n'y a pas que les francophones qui peuvent acheter mes patrons. J'ai aussi beaucoup de patrons qui se vendent aux États-Unis, au Canada et en Allemagne, en Australie aussi. Enfin voilà, c'est assez rigolo justement de voir la carte. Ouais, d'où viennent les clients. Et en fait, pour chaque produit, il y aura une fiche qui va être assez complète et qu'on va pouvoir importer chez soi finalement dans son espace et qu'on va pouvoir compléter sur où on en est, qu'est-ce qu'on a envie de faire, etc. Enfin, c'est comme un espèce de carnet de bord en ligne côté tricot qui est vraiment super intéressant. Il y a aussi des forums avec aussi les fiches de ceux qui l'ont déjà fait. Donc ça permet de voir un petit peu pour comment ça a donné chez les autres et avec les calculs qu'ils ont utilisés, tailles, etc. Donc ça c'est assez intéressant. Si vous ne connaissez pas, on vous conseille largement d'aller faire un tour sur Ravelry. Qu'est-ce que je voulais dire ? Juste dans quel sens je le fais ? Toi, on en reparlera tout à l'heure, donc tu donnes des cours en atelier en présentiel, justement, avec des gens que tu peux toucher, avec qui tu peux discuter en face à face. Tu as aussi fait cette expérience de créer un cours en ligne avec Artésane. Comment ça s'est passé et qu'est-ce que tu proposes pendant ce cours ? Artésane, comment ça s'est passé ? Eh ben, c'est grâce à Simone aussi. En fait, ils ont contacté Simone et Simone les a renvoyés vers moi. Ouais. Et du coup, on a discuté. Ils cherchaient à faire quelque chose autour des adaptations tricot. Ouais. Et du coup, je suis partie sur ça. On a fait un pull de base et on a développé le pull de base autour de... Je perds le fil de ce que je dis, pardon. Je t'en prie. On a développé le pull de base et autour, on a regardé les modifications qu'on pouvait faire, en fait, au niveau des manches, du col, du corps. Et donc, il y a un cours avec les modifications simples. Non, je dis des bêtises, avec les modifications morphologiques. Oui. Et après, on a un cours avec les modifications plus de style. D'accord. Donc, morphologique, ça va être comment... parce que des fois, dans les patrons qu'on va acheter, on va avoir des tailles prédéfinies. D'accord. Donc, c'est fait en fonction d'une gradation, de mesures plutôt nationales et même internationales. Il y a notamment les normes AFNOR qui existent et qui sont hyper intéressantes là-dessus, puisqu'elles ont compilé en fait un peu les corps sur toute la planète. Ouais. Pour avoir une moyenne sur les tailles. Je sais que le prêt-à-porter, il les utilise aussi et que quand on dit qu'on fait une mise à jour sur les tailles dans le prêt-à-porter et que le 42 devient un 40, ils utilisent tout ça, en fait, toutes les données compilées par cet organisme, je sais pas. Voilà. Oui, on dirait un organisme aussi. Et du coup, quand on est entre deux tailles comme ça, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, si on veut avoir exactement la même aisance que la personne qui l'a fait et que la façon dont c'est porté sur la photo, on va pouvoir modifier. Donc, si on prend une taille au-dessus, on va trouver que ça va être trop grand et en dessous, ça va être trop petit. Donc, on va pouvoir réussir en fait à modifier en se mettant entre les deux. Ouais. Donc, c'est du pinaillage, hein, c'est quelques centimètres, mais... Ça peut tout faire sur le style, oui. Voilà, c'est ça. Et c'est surtout intéressant quand on a une morphologie qui n'est pas classique et où on va avoir, par exemple, un buste ou une poitrine qui est un 40, une taille qui est un 42 et des hanches qui sont du 44. Alors là, forcément, on va pas être classé correctement dans le. On peut pas faire un 40 en tricot comme. En fait, c'est exactement le même type d'adaptation, enfin le même principe de réflexion qu'on va avoir sur la couture en fait. Oui, c'est ce que j'allais dire. En couture, l'avantage c'est que quand on décalque le patron, on peut modifier les lignes et les adapter avec ce que je dis, 40, 42, 44. En tricot, il y a une réflexion à avoir en amont puisque ça va être des calculs à faire pour avoir le bon nombre de mailles au bon endroit. Donc, soit faire des diminutions ou des augmentations. Donc, c'est pas compliqué, il faut juste avoir le mécanisme. Le mécanisme et la logique, en fait, parce qu'on ne va pas commencer bêtement par le col. En fait, il va falloir... Moi, je commence par calculer la poitrine en premier pour savoir le nombre d'augmentations que je dois faire en fonction de mon tour de cou que je veux faire. Ouais. C'est presque un calcul à l'envers pour
le buste notamment, et après ça dépend des autres parties. Mais oui, puis du type de patron. Mais voilà, toi, ce que tu proposes justement dans ce cours, c'est réfléchir à ce type d'adaptation qui sont, on va dire, plus aisées en couture, parce que c'est juste rejoindre deux lignes. Là, il y a tout un calcul mathématique pas très compliqué, mais juste avoir le bon mode d'emploi, en fait. c'est ça. Et est-ce que c'est ce cours qui t'a donné envie d'écrire un livre? Bah alors pour être honnête, c'est en fait le cours qui a donné lieu au livre. C'est Erol qui m'a contactée parce qu'ils avaient vu les cours sur Artezan en se disant et si on en faisait un livre, puisque Erol et Artezan ils ont l'habitude de s'échanger les enseignants et les professeurs. D'accord. Il y a pas mal de personnes qui écrivent avec Erol qui finissent après par tourner chez Artezan et inversement. D'accord. Et toi, est-ce que c'est un sujet que tu avais toujours réfléchi ou comment ça t'est venu en fait donc tu parlais de Simone, donc donc c'est la teinturière Yann Bar Simone, donc la laine de Simone, avec qui tu travailles régulièrement, qui t'a proposé ce projet. Mais toi, comment est-ce que tu avais déjà réfléchi à ces questions de morphologie en tricot? Comment ça se passe? Mais dans les patrons individuels que je propose, en fait, ce que je propose plus, moi, dans mes patrons, c'est moins les morphologiques, mais plus l'adaptation stylistique. Ou modifier, proposer, en fait, par exemple, dans le même patron, il va y avoir le gilet, le pull, telle manche ou telle manche. J'aime bien permettre aux gens qui achètent le patron d'avoir la possibilité de choisir. Et la morphologie, je l'ai travaillé un peu, mais c'était pas une partie intégrante de mes patrons. Oui. Après, c'est quelque chose qu'on fait, puisque en écrivant le patron, on le réfléchit forcément. Mais quand on me pose la question par mail ou quoi, est-ce que je peux faire ci ou ça, je répondais en fait et je le faisais. Mais c'est quelque chose que j'avais réfléchi, mais pas qui n'était pas écrit, quoi. Ouais, théorisé, écrit, mis en idée et proposé comme exactement, théorisé. Est-ce que tu peux, c'est ça, exactement. Est-ce que tu peux nous donner le nom de ton livre, s'il te plaît? C'est adapter un patron de tricot en fonction de sa morphologie. Adapter un patron de tricot. Et donc, tu as créé un patron de base, en fait, et que tu proposes d'adapter suivant la morphologie ou suivant le style. Et donc, ça consiste en quel type d'adaptation, rapidement? En fait, il y a 3 parties dans le livre. Il y a 2 parties théoriques qui reprennent les cours artisanes différemment, puisque c'est pas le même support. Mais donc, il y a une partie où on comprend comment modifier la morphologie, la deuxième partie, comment modifier le style, par exemple les différentes manches possibles à adapter. Et dans la troisième partie, j'ai donc fait ce que tu dis, pris un patron, et l'objectif, c'était de faire un patron comme les livres quand on était gamin, enfin comme moi j'étais gamine, dont on est le héros en fait. Je me souviens du livre où on était le héros et à la fin du chapitre, soit on suivait, on continuait dans le tunnel, soit on rebroussait chemin et en fonction de l'option qu'on choisissait, on allait à des pages différentes. Donc là, mon objectif pour le pull du livre, c'était vraiment d'avoir un pull avec toute la même morphologie, que chaque taille soit suivie et cohérente avec toutes les options en fait. Donc on peut choisir de faire soit le col en V, soit le yoke, soit le col à raglan et tout s'adapte en fait pour continuer après avec le corps droit ou le corps resserré ou les manches ballon ou les manches resserrées. Voilà, c'est un patron. En fait, il y a un patron mais qui se décline avec 9 options. Et du coup, on avait calculé, je ne sais plus combien ça fait. Il y a 48 ou 52 possibilités de pull. Et oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit très peu dans le tricot et qu'on va voir beaucoup dans les patrons. Certaines créatrices sont assez adeptes de ces multi-propositions, 3 cols différents, 3 longueurs de buste, 4 manches différentes, etc., etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve peu dans le tricot, mais tu l'as fait pour ce livre. Est-ce que c'est un patron que tu proposes par ailleurs
à côté, en individuel? Non, il est exclusivement dans le livre. En fait, il est peut-être, alors c'est une hypothèse, mais il est peu proposé en tricot parce que c'est énormément de travail, en Bien fait. sûr. Alors, je sais qu'en couture, il y a beaucoup de travail aussi, mais comme tu C'est pas disais la tout même à l'heure, chose. c'est des lignes à rejoindre. Et là, en tricot, il y a vraiment énormément de calculs à faire. Et la phase de test est beaucoup plus longue. C'est le travail en amont, il est différent aussi. Donc, et puis ça va demander beaucoup de pages. Oui, c'est ça. C'est vrai que le patron en couture, quand on voit les longueurs, par exemple, une jupe qui va être proposée mini, midi ou longueur, ou longue, Ouais. ça va être souvent elles ont le même gabarit pour la jupe longue et on a une ligne de coupe pour la midi. Et alors il y a quelques petites différences, mais voilà, c'est le même gabarit pour les trois longueurs, alors qu'en tricot, la longueur du corps, ça oui, c'est adaptable, mais il y a d'autres adaptations qui vont pas être aussi facilement explicables et rapidement. Il y a aussi une contrainte pas financière, parce que les patrons de tricot en PDF, qu'ils fassent 12 pages ou 46, ça change pas grand-chose. Mais après, quand on les imprime, oui, il y a des contraintes aussi, quoi. Ouais. On peut pas toujours... Et donc, en fait, quand on va vouloir se mettre à tricoter et qu'on veut choisir un tricot, si on a déjà quelques idées, si on a eu envie d'un col roulé, d'un col en V ou des manches plutôt ceci ou cela, quand on a trouvé les informations et quand on a trouvé un patron qui correspond, comment est-ce qu'on va choisir notre taille? Alors, c'est pareil, ça va dépendre des designeuses, mais souvent, c'est le tour de poitrine en tricot qui compte. Ouais. Après, en fonction de la forme, il faut prendre en compte les hanches. Si c'est un corps qui est resserré, et il va falloir regarder les hanches. Ouais. Mais la plupart du temps, on choisit en fonction du tour de poitrine. Certaines travaillent aussi avec la carrure dos, Ouais. qui peut changer. Alors c'est un truc que j'ai commencé à creuser, mais j'avoue, je suis pas spécialisée là-dedans. Mais voilà, chez moi, le tour de poitrine, c'est le plus important. Mais Et et donc, après, il faut. est-ce qu'on a un tableau des tailles comme en couture ou justement on a une façon de fonctionner qui est un petit peu différente? Alors non, moi j'ai un tableau des tailles parce que je trouve ça hyper important et je sais que les patrons de couture où il n'y a pas la mesure du vêtement fini, ça me fait enrager. Je suis complètement d'accord. Parce qu'en fait, du coup, ils donnent pas des fois. Enfin là, je suis en train de coudre une veste et c'est compliqué parce que j'ai pas de mesure de vêtement fini, j'ai pas d'aisance positive indicative. Et du coup, c'est pas simple de savoir si le rendu il va être un peu loose ou il va être serré ou donc voilà, c'est pas simple. Donc la plupart du temps en tricot, je crois, j'ai envie de dire tout le temps, mais Ouais, je pense que c'est la plupart du temps, ouais. pas de certitude. On a donc les tailles, la mesure du tour de poitrine, et après on a aussi la mesure du vêtement fini avec l'aisance en fait donnée. Oui, en fait, c'est ça que je voulais partager et que je trouve assez chouette en tricot, c'est quand on choisit un patron, il est présenté comme étant pensé pour un certain nombre de centimètres d'aisance. Et ça fait partie des premières informations. Et c'est quelque chose qui apparaît très très peu en couture, sachant qu'en couture, en fait, l'aisance, il y a des espèces de cadres académiques sur l'aisance suivant le type de vêtement classique, on va dire. Que ce soit aisance positive ou négative pour tout ce qui est en jersey. Alors que, et donc, c'est jamais vraiment mentionné finalement. Alors, certains en couture, certains modèles qui vont être présentés sur les photos, ils vont expliquer que, je pense par exemple au magazine Fibre Mood, cette personne a tant de tours de poitrine et elle porte la taille un tel. Mais ça, c'est très très rare. Et c'est vrai qu'en tricot, c'est une des premières informations. Ça a été pensé pour, par exemple, poitrine tour 100. Et en fait, l'aisance étant de 20 centimètres dans ce pull, et ben voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que sur les photos, chaque créatrice, la plupart du temps, va expliquer en quelle aisance c'est proposé. Si elle dit 20-25, elle va dire bah là c'est plutôt 15 et puis là c'est plutôt 25. Et ça permet de se rendre compte vraiment du rendu final quand on respecte l'échantillon, on va en parler juste après, de ce que ça peut donner et donc avoir une meilleure information sur j'ai envie de faire ce patron pour réussir
à trouver quelque chose qui donne le même style, et ben de respecter cette aisance. Et ça, c'est super important. Et c'est ça, ce que tu disais, qui peut être modifié si on a des tailles différentes, quoi. Et si justement on cherche parfois quelque chose un petit peu plus, un design identique mais un peu plus ajusté, ou justement un peu plus large, on choisira une taille de plus ou une taille de moins, quoi. Tout à fait. C'est ce que je dis. Là, j'ai dit ça cette semaine à une testeuse. Le choix de la taille, c'est vraiment propre à chacune. Et moi, j'ai porté, je sais plus ce que je dis dans le patron, si c'est 10 cm d'aisance. Si elle veut moins de centimètres d'aisance, c'est pas un problème. C'est la personne qui tricote qui va le porter. Donc, c'est à nous de voir ce qu'on préfère. Ce que je donne comme conseil régulièrement, c'est de pas hésiter à prendre un pull qu'on aime bien, qu'on a déjà tricoté ou du commerce, et de mesurer et de regarder justement l'aisance. Et si dans ce pull-là, on se rend compte qu'on a 15 cm d'aisance et que c'est ce qu'on préfère, et ben, faut partir sur cette mesure. Après, il faut faire attention parce que des moments, si c'est pas trop différent du modèle de base, ça va pas poser de problème. Après, je pense que j'aurais peur que si on change beaucoup l'aisance, ça a une incidence sur les hauteurs aussi. Oui. Puisque souvent dans les patrons, par exemple pour un modèle raglan, si on dit qu'on prend une aisance 2 fois plus petite que ce qui est recommandé, on risque d'avoir une hauteur de raglan qui est trop petite pour notre carrure. Donc il faut faire attention à ça aussi. Bon, après on devient le pro du papier, du crayon et des calculs savants pour adapter tout ça. Oui. Et c'est des conseils que je vais donner aussi pour les couturières, hein, que ce soit les filles avec qui que je suis chaque mois ou en atelier sur la morphologie, des choses comme ça. C'est de mesurer finalement un vêtement qu'on aime bien, dans lequel on se sent bien. Et si le vêtement si la mesure est pas finie, en fait, vous mesurez sur votre patron, vous vérifiez les marges de couture si elles sont incluses ou pas, et ça vous donne aussi une indication. Si par exemple vous faites du 40 et que vous avez découpé la taille 44 parce que vous pensez que ça taille mieux, sur l'effet final que vous voulez avoir, eh ben, c'est intéressant d'utiliser justement des mesures de vêtements finis que vous avez chez vous, de la même façon que tu vas le proposer sur les tricots, quoi. Tout à fait. Et justement, donc quand on a choisi notre taille, il va y avoir des laines, ou des types de laines dont j'en parlais la dernière fois. Elles ont un nom suivant leur grosseur, donc des noms un petit peu compliqués. N'empêche qu'il y a une proposition. mais si. Moi, je reprends chaque fois mon petit tableau. Et donc, il y a un type de laine, enfin, en tout cas, une grosseur de laine qui est préconisée. La créatrice va aussi expliquer la laine avec laquelle elle a pensé son modèle. Ça veut dire peut-être un mélange de laine. Ça peut être aussi les laines d'une créatrice, d'une teinturière en particulier, parce que elle a aimé ces teintes-là ou ce travail-là. Donc ça donne des informations pour les gens qui voudraient reproduire ton modèle, mais avec au moins l'information de la taille, elle va pouvoir choisir une laine qui a la même taille et créer le même modèle que toi. Tout à fait. Quand on a choisi sa laine, on va faire un échantillon. Qu'est-ce que c'est qu'un échantillon ? Quelles sont les informations qu'on donne pour le réaliser ? Comment ça se passe ? Moi, l'échantillon, je trouve que c'est l'un des trucs les plus importants. Alors, je vais mettre les foudres de plein de tricoteuses qui n'aiment pas tricoter l'échantillon. C'est la même chose que la toile en couture, hein. C'est un sujet très clivant. Ouais. Alors, effectivement, l'échantillon, c'est pas le plus fun à faire. Et commencer par l'échantillon, alors qu'on n'a qu'une envie, c'est de se lancer dans son projet, de commencer sa pièce. Bon, c'est pas le plus drôle, mais en fait, l'échantillon, il va être important puisque tout est calculé en fonction de l'échantillon. C'est-à-dire qu'un pull qui va être tricoté, par exemple, en laine DK ou DK, en fonction de comment on le prononce. C'est un pull qui va être avec un échantillon tricoté souvent en 4,5. Enfin, moi, je tricote en 4,5 et je vais avoir 22 mailles et un certain nombre de rangs. Souvent, c'est 30 rangs, ça dépend vraiment de la laine. Donc, l'idée, c'est qu'on tricote, en fait, un échantillon, c'est tricoter un carré de 10 sur 10 cm. Voilà, c'est ça. Et en fait, il va falloir mesurer que notre manière à nous de tricoter, elle rentre bien ces 10 cm. Puisque si on n'a pas ces 10 cm, si par exemple on a plus que 10 cm, et qu'on tricote le pull avec un échantillon qui est plus grand, on va avoir un pull qui va être plus grand. Donc du coup, l'aisance qu'on va avoir calculée et qu'on va se poser plein de questions sur qu'est-ce que je préfère au niveau de ma morphologie, enfin ce qu'on disait juste avant, l'aisance, elle va plus être la bonne puisque l'échantillon n'est plus le bon. Il correspond pas à ce qui est préconisé par la créatrice. Voilà.
C'est ça. Donc, c'est vraiment le plus important. Après, quand c'est une laine qu'on tricote souvent, qu'on connaît bien, on ne fait pas forcément l'échantillon, mais c'est important quand même, puisque on va aussi avoir des moments de la vie où on tricote pas du tout de la même manière, puisqu'on va être soit stressé, soit détendu parce que c'est les vacances, soit... Et tout ça, ça va influencer en fait notre façon de serrer quand on tricote. Et du coup, on va peut-être, si on est en vacances, tricoter plus lâche et du coup avoir un échantillon qui est plus grand. Du coup, il faut adapter la taille d'aiguille ou changer de taille du patron en fait, et inversement on peut tricoter plus serré. Moi je sais que je tricotais très serré avant, vraiment très serré, et du coup quand je rédigeais mes patrons au début, donc, je crois que j'ai regardé, j'ai monté en 2017 l'entreprise, je diminuais, enfin non, j'augmentais la taille d'aiguille. Je sais plus, oui c'est ça. Parce que par rapport aux testeuses, en fait, elles me disaient, bah non, moi, j'ai pas du tout cette taille d'aiguille-là pour avoir cet échantillon-là. Donc, je faisais une moyenne, en fait, et je me rendais compte que moi, la taille d'aiguille que je prenais pour tricoter n'était pas la même que la moyenne. Donc, je me basais vraiment sur les tricoteuses. Et aujourd'hui, je fais plus ça du tout, puisque je sais pas, je tricote plus lâche. Toujours un peu serré, mais pas autant qu'avant. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en couture, il n'y a pas cet questionnement, à moins que vous ne cousiez jamais droit, sachant que pour coudre très très droit, au millimètre près, c'est des choses qui s'acquièrent avec le nombre de kilomètres que vous cousez. Mais il n'y a pas cette question de comment on coud, on va dire, qui va être un facteur très impactant. L'idée, c'est entre guillemets juste de respecter les marges de couture. En tricot, il va y avoir la façon de tricoter qui fait qu'on va tricoter un truc beaucoup plus large, donc lâche, ou beaucoup plus serré, où on est un petit peu genre serré sur ses aiguilles. Et ça dépend vraiment de chacune. On pourra en évoquer ça vite fait, le type de tricot que vous faites, en fait, la façon dont vous tricotez. Il y a plusieurs techniques qui peuvent aussi influer sur votre type de tricot, et donc ça va être très important justement, donc de faire cet échantillon pour se dire, ben voilà, quand je teste cette laine avec ce type d'aiguille, cette taille d'aiguille, j'ai un carré de 10 sur 10 qui correspond ou pas au nombre de mailles et au nombre de rangs. C'est ça. Voilà, donc avec ça, après, on peut se lancer quand on a tout choisi. Qu'est-ce que tu conseilles comme projet, alors peut-être avant justement un pull où on va devoir se poser toutes ces questions sur la taille, sur l'aisance, sur les différents détails techniques ou en tout cas stylistiques du col, des manches, etc. Qu'est-ce que tu proposes toi à quelqu'un qui va commencer le tricot? Qui commence le tricot. Moi, je donne un bonnet souvent. Ouais. Après, une fois qu'on a acquis les mailles endroits, les mailles envers, parce que le bonnet, ça permet d'avoir le corps du bonnet en fait qui va être droit, avec un peu de soit du jersey, soit des côtes, un peu, ça permet d'alterner maille endroit, maille envers. Et ensuite, on va aborder un peu les diminutions au niveau de la couronne. Et surtout, en fait, c'est un diamètre qui est pas trop grand. Et ni trop petit, parce que quand c'est trop petit, il faut soit avoir des mini aiguilles et c'est pas toujours simple à prendre en main, ou alors il faut faire du magic loop. Et moi je déteste le magic loop, donc je le recommande vraiment pas pour débuter. Après, chacune fait comme elle veut, mais voilà, je sais qu'il y en a qui détestent les mini aiguilles et c'est très bien aussi comme ça. Mais pour commencer, je trouve que le bonnet c'est pas mal. Et ce qui est hyper important en fait, c'est aussi le projet qui est petit et qui est rapidement fini. Et il y a eu des études là-dessus, mais le sentiment de satisfaction quand on a fini un tricot est hyper important. Et je pense que ça joue sur le fait qu'on ait encore envie de tricoter d'autres trucs. Carrément. C'est-à-dire que quand on finit une petite pièce rapidement, rapidement, tout est relatif, mais quand on finit une petite pièce, on va être content de le porter, de l'essayer, même s'il a des défauts, voilà. Mais il y a la satisfaction de la fin, et je crois qu'il y a une histoire d'hormones libérées. Je crois qu'il y a une étude suédoise sur le sujet, mais faudrait que je la retrouve un de ces jours. Et alors que quand on tricote une écharpe, c'est bien. Ça ne finit jamais. Mais quand on veut, moi je sais que j'aime les grosses écharpes, et les grosses écharpes, on veut 3 mètres d'écharpe. En fait, on arrive à 1 mètre et on en a marre. C'est redondant, moi je pense qu'il faut un petit challenge, et faut pas un diamètre trop petit, pas trop grand pour pas s'épuiser. En plus, l'avantage du bonnet, c'est qu'on peut vraiment se faire la main sur le tricot en rond.
parce que on l'a pas mentionné, mais je tricote exclusivement avec des aiguilles circulaires, donc c'est quand même voilà, assez confortable. Et sinon, après, on peut se lancer dans un petit châle ou j'ai en tête la Sophie Scarf Voilà, d'ailleurs. Voilà, le truc hyper à la mode en ce moment, mais qu'elle est très jolie. Et je sais que la petite version, moi, je la porterai pas parce que j'aime bien, voilà, je disais tout à l'heure, les grosses écharpes, mais la petite version, elle est très jolie. Et en fait, c'est des mailles glissées, des mailles en droit, des mailles en vert, Ouais. je crois. C'est du Je suis même pas sûre qu'il y ait des mailles en vert. C'est du point mousse. C'est du point mousse, Ouais. donc je pense qu'elle est très bien pour débuter. Ouais. Alors pour ceux qui n'y connaîtraient rien en tricot, donc le Magic Loop, c'est l'idée de prendre des grandes aiguilles et de faire un petit rond en laissant un bout de fil à côté, vous verrez. Donc il y a tout un jeu de déplacement de mailles à chaque fois, donc qui peut être ennuyeux pour certains, pour certaines. Et donc d'autres vont choisir un fil entre les deux aiguilles qui va être plus court et correspondre en fait au cercle qu'on va vouloir tricoter. Donc c'est vrai qu'un bonnet pour bébé, par exemple, va être peut-être plus compliqué. Moi, j'ai plein de copines qui ont fait des petits chaussons pour bébé aussi. Ça demande une petite dextérité assez importante. Ouais. Voilà. Et donc les aiguilles en rond, ça vient d'où et pourquoi est-ce que tu sais, alors pourquoi est-ce que, enfin moi j'ai pas approfondi le sujet. Je sais que ça a commencé il y a une dizaine d'années en France à être devenir populaire. Pourquoi est-ce qu'on est passé à ça et pourquoi est-ce qu'on n'utilise plus les aiguilles droites aujourd'hui, plus trop, en tout cas c'est plus à la mode. Je sais que les aiguilles circulaires, c'est assez vieux. J'ai envie de dire les années 50, Ouais, mais je n'ai pas de date précise. Et aux États-Unis, ils ont beaucoup d'aiguilles circulaires depuis pas mal de temps, je pense. Après, chez nous, je crois que dans les années 80, Fildar et Bergère de France ont dû essayer de populariser le truc. Voilà, de populariser. Moi, j'en ai trouvé plein de paires en brocante ou en vide-grenier. C'est comme ça que j'ai commencé, en achetant des vieilles paires qui n'étaient pas du tout souples, mais c'était des circulaires. Et effectivement, je pense que c'était il y a un peu plus de 10 ans. Moi, j'ai commencé Ravelry en 2010 ou un truc comme ça. J'étais à la fac. Ouais. Et donc, j'ai découvert en fait le tricot autre que fil d'art. Et parce que fil d'art, c'est ce que ma grand-mère tricotait. Comme beaucoup. J'ai beaucoup tricoté ça, j'ai appris avec Fildar. Et du coup, le fait de découvrir des patrons, notamment américains en anglais, qui étaient tricotés avec des aiguilles circulaires, et moi, j'ai découvert ça comme ça via Ravelry autour de 2010. Pourquoi ça a pris de l'ampleur ? Je pense qu'il y a une facilité avec les aiguilles circulaires. Quand on tricote un pull en rond, il n'y a pas de couture. Et je sais que j'ai fait des trucs immondes au lycée parce que je foirais la couture. Monumental. Ouais. À plat, c'était joli, mais une fois la couture faite, quand on ne sait pas les faire correctement, voilà, c'est pas top et c'est pas le plus sympa à faire non plus. Ouais. Et c'est dommage d'avoir fait une grosse pièce et d'arriver aux 5 dernières minutes et de tout rater parce que la couture est moche, quoi. Oui, c'est vrai qu'avec les aiguilles droites en bois ou en métal de nos grands-mères qu'on a dans les grandes boîtes longues en bois qui coulissent là, les tubes, on est obligé de faire des choses à plat en fait. Et si on veut faire un bonnet ou une chaussette, on va utiliser des lots d'aiguilles, donc 3 ou 4 ou plus, suivant les diamètres, etc. Et c'est vrai que le tricot en rond, alors pour le coup, on peut faire aussi des gilets, par exemple, on peut faire des châles. On n'est pas obligé de faire un bonnet, une paire de chaussettes ou un pull en rond pour utiliser. Et donc c'est circulaire parce qu'en fait, il y a 2 aiguilles donc, qui vont être en bois, en métal ou en plastique. Et il y a un fil qui relie ces 2 aiguilles. Alors les trucs les plus moins chers, pas bon marché, ça va être un tube de plastique. Et les plus évolués, ça va être un fil en métal recouvert d'un plastique. Et les jonctions entre les aiguilles va différer suivant les marques, etc. Soit c'est mobile, soit c'est pas mobile. Donc, voilà. Après, chaque marque d'aiguille a ses spécificités. Mais voilà, c'est ça le principe. Et donc, ça a aussi le mérite, moi je trouve, de pouvoir, en fait, votre tricot, le poids de votre tricot. Donc, imaginez si vous faites une taille, je sais pas combien, avec une grosse laine et que vous arrivez au bout, que ça commence à peser son poids.
et ben votre tricot, il va pas être sur les aiguilles, il va être sur le fil qui peut être posé sur vos genoux. Et ça change tout en termes de confort aussi sur maintenir les aiguilles. Et ça soulage énormément en termes de... Si vous tricotez une chaussette, vous verrez pas trop la différence. Mais voilà, sur la fin de votre pull, vous allez sentir que, bon, ou votre robe, si un jour vous vous lancez dans cet énorme projet de créer une robe, vous allez comprendre que vous êtes content. Je vois de quoi tu parles. Que votre robe, elle soit sur vos genoux et pas sur vos aiguilles. Oui, et ouais, au niveau de l'ergonomie, effectivement, c'est mieux. Moi, j'avais des douleurs dans les trapèzes quand j'étais encore aux aiguilles droites, parce qu'en fait, je les calais sous il y en a beaucoup mes qui disaient aisselles. Ça. Ouais. Et voilà, j'avais des mouvements un peu... Vous êtes canard. C'est ça. Et c'est vrai que maintenant, les épaules bougent plus, tout est posé sur les jambes. Et puis l'avantage, c'est que c'est nomade aussi. On peut l'emmener facilement dans le train. C'est plus facile à emmener que les aiguilles droites qui dépassent dans le train et qui peuvent gêner les voisins. Et justement, toi, sur ton blog, tu partages donc ton travail de designeuse et tes projets, les tricots que tu mets en vente, enfin les designs que tu proposes à la vente. Et tu partages ton quotidien de tricoteuse parce que alors déjà tu testes tes designs et parfois tu vas tester ceux des autres. Et ce qui est chouette, c'est que tu te déplaces comme beaucoup de tricoteuses souvent avec ton tricot. Je sais que cet été tu avais partagé, on te voyait chaque jour face à un joli panorama avec ton tricot, donc tu l'emmènes en vacances. C'est un des avantages, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est un avantage du tricot par rapport à la couture, d'être nomade et d'être aussi social, c'est-à-dire que les tricotés c'est assez connu. Et c'est un endroit où on va se retrouver, que ce soit à la plage entre copines ou au café ou n'importe où. Ou au bar. Non. On appelle ça tricoter. On peut boire ce qu'on veut quand on tricote. Après, la régularité des mailles, ça ne tient qu'à vous. Et donc, est-ce que tu pourrais nous parler du tricot en voyage ou en déplacement ? Toi, comment tu le vis et quels conseils tu peux donner justement ? Moi, comment je le vis, je prends tout. Je sais que l'été, les gens, ils disent qu'ils prennent des matières un peu légères, pas de mohair ou quoi, parce qu'il fait 40. Moi, ça me gêne pas du tout. J'emmène le mohair à la plage, mais je pense que je suis un peu frappadingue. Non, puis il y a aussi une contrainte pour sortir le design du mois d'octobre, il faut le tricoter en amont. Oui, c'est ça. Si sur la plage, c'est pas grave. Enfin, c'est pas un truc qui me gêne. Après, effectivement, il y a des matières qui vont être plus agréable quand il fait chaud par rapport à la matière et quand les mains elles collent, mais bon, c'est pas. Et la contrainte, c'est pareil. Certaines ou certains prennent des petits projets parce que c'est plus facile à emporter. Moi, je l'emmène partout. J'ai pas trop de conseils à donner là-dessus parce que des moments, je le déplace, je sais qu'il est dans mon sac à dos ou mon sac et je le sors même pas, mais il est là. Il se balade. Oui, il se balade aussi. Et après, effectivement, quand on arrive à la fin du pull et qu'on se retrouve à faire la dernière manche, donc on a tout le corps, le col, l'autre manche, enfin la première manche, c'est moins facile à emmener partout, ça prend un peu plus de place. Dans ce cas-là, on a tendance à avoir un autre petit projet nomade à côté, mais... Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un truc qui est très en vogue et très prisé par les tricoteuses, c'est le sac à projet. Oui. Qui est justement... c'est pratique, ça le protège. C'est ça. Donc, il y en a... Enfin, moi, j'ai des tote bags en tissu. Je sais qu'il y en a qui ont des jolis sacs qui ont été créés ou qui se sont tricotés, ou qui se sont cousus des sacs spécifiquement pour... donc c'est un sac dans lequel on va mettre donc ses pelotes, son patron, un mètre ruban pour toujours avoir les infos. Je sais que sur ton blog t'en parlais de quoi bloquer les aiguilles pour éviter d'aller piquer les fesses du voisin ou se le mettre dans le dos. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Des marqueurs au cas où et puis un petit bout de laine pour rattraper si besoin, je crois, c'était ça. Ouais, un petit ciseau aussi. Un petit ciseau. Ouais, c'est pratique. Voilà. Ça passe pas dans l'avion, mais c'est pratique. Et d'ailleurs, le tricot dans l'avion, tu valides ou pas? Moi, je suis déjà passée avec mes aiguilles. Ah bah moi aussi. Non, c'est à Noël, on était allé à Berlin pour voir la famille et à l'aller, j'ai oublié
D'habitude, je mets toutes mes mailles sur un fil de sûreté. Donc, avec une aiguille à laine, je repasse toutes mes mailles sur un fil. Ouais. J'enlève pas mes aiguilles. Avant, je les enlevais parce que j'avais peur et je les cachais pas. Mais en fait, je les dévissais et je mettais les pointes dans une trousse et le câble, peu importe. Ouais. Et là, j'ai complètement oublié. J'avoue, je pense que c'est l'une des premières fois c'était la première fois qu'on prenait l'avion avec les enfants. Du coup, je me suis plus occupée des enfants que du tricot. Et quand il est passé, je me suis dit, punaise, il est passé. Ils m'ont rien dit. J'avais complètement oublié. Et au retour, ils m'ont posé des questions aussi. Et j'ai cru qu'ils allaient qu'ils allaient tiquer sur le tricot quand le sac est passé. Et en fait, pas du tout. Ils ont tiqué sur la gourde. Ils ont cru qu'il y avait des trucs dans ma gourde, qu'elle n'était pas vidée. Voilà. Donc ça passe. Après, je pense que ça dépend des aéroports. Ça dépend aussi, des choses comme ça. Ouais, des compagnies, et des pays aussi. Ouais. Parce que je pense, par exemple, que les États-Unis sont beaucoup plus stricts sur les contrôles. Ouais. Après, je suis passée 2 fois moi aussi, là-bas. Moi aussi, c'est arrivé. Même sur des petites distances. Ce qui est conseillé, c'est à la rigueur de laisser vos mailles sur le câble. Et en fait, si les aiguilles peuvent se défaire du câble, vous mettez justement vos pointes d'aiguille dans une trousse ou dans votre trousse de toilette, petit peu comme si vous aviez une trousse à crayon. Et en fait, au rayon X et tout ça, ça fait le même effet. Donc, on ne va pas vous reprocher d'avoir une aiguille et de vouloir faire des choses pas cool dans l'avion. Voilà. Non, souvent, c'est quand même bien... Bon, ça se fait de plus en plus. C'est quand même bien... Ouais, ça se fait de plus en plus, c'est bien vu. Enfin, c'est du tricot. Après, au niveau sécurité, je comprends. Je sais que j'avais fait un réel là-dessus cet été et que j'ai une dame qui m'a dit... oui, mais vous comprenez, c'est une question de sécurité. S'il y a des turbulences, vous pourriez blesser votre voisin ou vous blessez vous. Alors oui, c'est vrai, sauf qu'en fait, quand il y a des turbulences, je range mon tricot. Parce que tu vas perdre tes mailles. Ah bah oui, c'est ça, mais oui, avec un stylo, quoi, si après, c'est ce que je me dis. Il y a ce qui est autorisé, ce qui est pas autorisé. C'est pas écrit dans les trucs interdits. Après, j'ai envie de dire, je joue. Si ça passe, ça passe. Si on me demande de retirer mes aiguilles et de les jeter, et ben je les jette et j'aurais perdu 10, 20 €. C'est moi qui ai fait l'erreur, en fait. Oui. C'est de ma faute. Donc, je pourrais m'en vouloir qu'à moi-même. Voilà, c'est ma philosophie du truc. Après, je vais pas en vouloir au contrôleur qui me demande de les enlever alors qu'il fait son travail et que c'est sûr. Comme ça. Donc bon, moi, j'ai jamais eu de problème jusque-là. Peut-être qu'un jour, j'aurai un problème et ce sera... Voilà, je pourrais m'en vouloir qu'à moi-même. Est-ce que toi, tu couds tous les jours ? Est-ce que ça fait partie de tes habitudes de vie, comme on irait courir chaque jour ? Ou est-ce que tu as besoin de te forcer pour justement que tous tes designs arrivent en temps et en heure suivant ton planning éditorial ? Tu m'as demandé est-ce que je couds tous les jours. Est-ce que tu couds tous les jours et est-ce que tu tricotes tous les jours ? Alors, disons, réponse double. Alors, tricoter, oui, je tricote tous les jours, mais ça fait des années, même avant d'avoir mon entreprise, parce que en fait, ça me fait du bien de tricoter le soir, ça me détend. Ouais. Je sais que je tricote, j'ai toujours tricoté beaucoup le soir devant un film, une série, devant la télé, quoi. Depuis que je suis à mon compte, je me force à avoir une plage l'après-midi de tricot pour avancer les designs justement et suivre mon calendrier pour être à jour, parce que mon objectif c'est aussi que les testeuses puissent avoir le temps, le temps de rédaction, le temps de test et que ce soit prêt en fait en amont de la sortie. Donc il y a un timing quand même, il faut 2-3 mois. Donc, pour moi, après, ça dépend des gens, mais du coup, l'après-midi, souvent, je tricote. Et justement... L'après-midi, les après-midi de travail, puisque les après-midi où c'est le week-end ou les mercredis où il faut s'occuper des enfants, j'ai pas ce temps-là. Donc, les 4 après-midi où je travaille à la maison, voilà, c'est mon planning. C'est le matin, informatique, compta, rédaction, etc. Et l'après-midi, tricot. Et qu'est-ce que tu fais pendant que tu tricotes ? Je regarde la télé. Et il n'y a pas de problématique justement à regarder l'écran ou regarder tes mailles, t'arrives à tricoter sans regarder, comment ça se passe ? Non, je regarde plus. Non, je pense que j'ai toujours fait quelque chose pendant que je regardais la télé, ça fait longtemps.
Par contre, je me rends compte que quand je regarde la télé, il y a des moments où je regarde pas vraiment la télé et j'écoute beaucoup. En fait, je pourrais écouter plus des podcasts, mais non, j'aime moins. Tu parlais dans ton blog, dans un article assez ancien, d'inclusion et de morphologie. J'imagine que c'est quelque chose qui a évolué encore et que tu as approfondi dans ta production de patrons aujourd'hui. Qu'est-ce que les tailles de tes patrons sont de quel tour de poitrine à quel tour de poitrine aujourd'hui? Alors, ça va du 80 au 139. Et est-ce que tu fais une différence de gradation? Tu grades tout en une fois? Comment ça se passe? Non, j'ai 2 gammes de taille. En fait, je me suis beaucoup inspirée de la couture Ouais. et des écrits justement de la couture, notamment américaine, parce qu'il y a pas mal de choses là-dessus. Ouais. Et j'ai fait 2 gammes de taille et donc j'y suis un peu allée, j'ai testé quoi. C'est comme Ouais. je lis l'anglais, mais je suis pas hyper forte. Et je me suis approprié le truc en lisant, en découvrant un peu. Après, voilà, je savais pas trop si ce que j'avais fait c'était bien. Et récemment, j'ai discuté avec Margot de Domoum. Oui. Je crois qu'elle a tourné avec toi il y a pas très longtemps. Oui, on a fait un podcast juste avant les fêtes, ouais. Et justement, on a discuté de gradation et de taille. En fait, oui. Je sais plus si je lui ai montré mes tableaux de taille ou si on en a juste parlé. Et en fait, elle est assez calée, elle, là-dessus. Ouais. Et en fait, elle m'a dit que ce que j'avais fait, c'était bien. Donc, ça m'a réconfortée ça m'a rassurée, quoi. Et tes clientes qui peuvent acheter et réaliser des grandes tailles, elles ont des retours plutôt justement positifs sur ta façon de proposer les designs? J'ai jamais eu de remontée négative. Après, il faut savoir que les tricoteuses grande taille, on a peu de retours et j'ai peu de testeuses aussi. Je pense que le délai de test, c'est parfois compliqué, je pense, pour les grandes tailles parce que ça demande plus de temps vu qu'il y a plus de mailles. Et je crois qu'il y a aussi, je veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'il y a une peur aussi de se dire que derrière on demande, c'est vrai que souvent on demande une photo du test pour faire un peu de pub. Et je pense qu'il y a une volonté de pas se mettre en avant non plus, de pas un rapport au corps qui est pas forcément évident. C'est pas simple. Du coup, il y a certains moments, j'ai des patrons où j'ai pas de testeuse grande taille. Donc là, j'ai eu le cas en octobre avec l'ACA et du coup, je n'ai pas mis tout de suite j'ai mis en vente le patron, mais sur la première gamme de taille. Et j'ai mis par contre dans la page que si des gens voulaient l'essayer dans les plus grandes tailles, que le fichier était prêt. Donc du coup, j'ai quelques personnes qui m'ont tricoté le patron. Et maintenant, il est en vente dans les 2 gammes de taille, mais j'avais besoin d'un minimum de relecture sur ce deuxième fichier, en fait, parce qu'il peut y avoir des erreurs. C'est ça. Et que même si toutes les grandes tailles ne sont pas testées, j'ai quand même un retour quoi, sur certaines. Ouais. Et comment ça se passe quand toi tu crées un design? Donc on a parlé de l'inspiration tout à l'heure, tu vas faire un dessin. À partir du dessin, est-ce que tu as une grille déjà préformée, on va dire, de combien est-ce que tu as des patrons de base? Comment tu fonctionnes? Je recalcule tout. Non. Non, en fait, je rédige le patron en même temps que je le tricote, donc je le calcule pour ma taille. Ouais. Et après, oui, je me base sur mes tableaux de gradation pour développer sur toutes les gammes de taille. Mais non, je recalcule. Après, effectivement, si l'échantillon est le même qu'un autre modèle que j'ai fait il y a quelques temps et que la forme est aussi la forme de base, si c'est un raglan, oui, je vais reprendre. Mais on fait jamais la même chose. La forme de base, on va la reprendre, mais on va vouloir peut-être un tour de cou qui est plus grand ou plus petit. Il y a toujours des choses qui changent. Et comme je disais tout à l'heure, le tour de cou, si on fait un tour de cou plus large, on va avoir moins de diminution. Donc forcément, les calculs vont être différents. Donc en fait, je recalcule quasiment à chaque fois. Toi, quand tu as fait un dessin, tu vas le mettre directement en forme, tu vas directement le tricoter et au fur et à mesure, en tricotant ton test pour toi, tu vas écrire le patron en fait, c'est ça? C'est ça. J'ai un petit cahier, il n'est pas là. J'ai un petit cahier et je rédige au fur et à mesure en fait.
Et donc ensuite, comment ça se passe quand tu as fait ta première réalisation avec tes premières notes? Tu fais quoi? Tu le rédiges, tu vas le retricoter ou à ce moment-là, tu vas le passer à tes testeuses pour qu'elles te fassent un retour? Non, je le mets au propre, donc je rédige tout, Ouais, je fais la gradation et après ça part avec les testeuses. ouais. Est-ce que tu as des testeuses qui sont attitrées, enfin que tu as un lot de testeuses à qui tu proposes ou comment ça se passe? Ou tu relances le test à chaque fois? Non, je relance le test à chaque fois. J'ai un groupe Slack, qui est une Ouais, plateforme, de travail, ouais, avec un groupe général avec les appels aux tests. J'ai vu, il y a une centaine de personnes. d'accord. Mais là, par exemple, j'ai lancé un test et mon test n'est pas plein parce que des fois, ça correspond pas au timing des gens. Il y a des soucis de Hmm. santé. Là, il va falloir que je passe par Instagram pour avoir Pour, d'autres testeuses. Mais non, c'est pas fermé en fait. Et quand tu leur demandes quoi, tes testeuses, en fait, comme feedback? Bah, de tricoter le modèle, de faire un retour sur les erreurs pour pouvoir corriger au fur et à mesure. Mhm. Si elles ont des remarques par rapport à un truc qui tombe pas bien ou qui est mal rédigé, je Une prends en construction compte. ou un truc, Voilà. ouais. Et après, bah, il y a aussi la photo de fin qui est sympa. Et est-ce que, par exemple, en testant pour toi, je sais qu'il y a des testeuses, que ce soit en couture, par exemple, qui vont demander des photos et d'autres qui vont dire c'est pas obligé. Toi, c'est quelque chose que tu demandes absolument ou c'est pas obligé? Je préfère. Après, s'il n'y a pas, je vais pas. Oui, c'est pas une condition Je sine qua deviens non. pas un dragon. Voilà, donc s'il y a des personnes grande taille qui auraient envie de tester, qui sont pas sûres, ou s'il y a des personnes moyenne taille ou petite taille, Ouais. c'est pas, c'est un plus très important, Ouais, mais c'est c'est un pas plus parce forcément qu'en fait, nécessaire. c'est une vitrine en fait. C'est une et puis Façon de promouvoir ça, ton patron, quoi. oui, et puis ça permet de voir différentes tailles en fait. Moi, je vais faire la taille parce que je fonctionne en tour de poitrine, donc je fais Ouais, ma taille 92 qui ouais. correspond à un 40, mais le rendu va pas être le même sur quelqu'un qui fait un 80 ou sur un 120. Mm. Donc c'est intéressant aussi d'avoir les photos. Après, voilà, il y a le côté être à l'aise pour la photo, avoir le temps aussi parce que mine de rien, faire des photos, ça demande du temps. Et quand on a un travail à côté, il faut demander aux enfants ou à machin. C'est ça, ou avoir un C'est bon pied photo. voilà, ou avoir un bon pied photo Ah, et du ou coup, de la lumière du jour quand on est au mois de janvier. c'est ça et ça reste, c'est un travail hyper important pour moi cette phase de test, mais en fait les testeuses, je ne peux pas les rémunérer, j'ai pas les Ouais. moyens de les rémunérer, donc ça reste un travail volontaire, donc je peux pas exiger, je me verrais pas exiger une photo ou un truc, quoi. Et justement, sur cette façon de ne pas pouvoir les rémunérer, tu leur offres le patron final, j'imagine. Oui. Et toi, quand tu fais un choix de laine, est-ce que tu fais un choix de laine en particulier ou est-ce que ça, toi, quand tu vas créer, est-ce que tu peux partir d'un fil ou comment ça se passe les choix des laines et est-ce que par exemple, si tu choisis un type de laine, tu leur proposes par exemple une réduction pour acheter la même laine, comment ça se passe? Non? Alors ça souvent c'est en association avec la teinturière. Ouais, Euh, Si je pars sur un modèle où j'ai pas de comment d'envie ou j'ai de pas de contrainte? partenariat, enfin Ouais, partenariat c'est pas le bon mot puisque maintenant il y a une loi là-dessus sur les collaborations commerciales et les partenariats. Donc si c'est une un collaboration créative. voilà, si c'est une collaboration où on se dit, par exemple, on va reparler de Yarn by Simone, on travaille souvent ensemble, on se dit, Ouais, bah allez, on sort un truc, moi j'ai envie de faire quelque chose avec telle laine de toi. Donc souvent, elle propose une petite réduction sur les laines qui y a en boutique. D'autres personnes vont proposer aussi de teindre pour le test. ouais, Et du coup, voilà, il y a une réduction qui est proposée, mais c'est pas une obligation. Les teinturières, elles bien font ce sûr. qu'elles veulent et c'est un travail qui est hyper lourd. Donc, faire une réduction par moment, Ça peut être compliqué, bien sûr. voilà, c'est rogner sur une grosse marge ça peut être compliqué. Et du coup, quand c'est comme ça, voilà, souvent il y a des propositions. Après, quand c'est quelque chose où j'ai la laine depuis longtemps et j'ai envie de créer un design, souvent je contacte la marque. Là, le test dont je parle, c'est avec Maison Corlaine. Ouais, Aurore m'a dit que si les testeuses voulaient faire dans sa laine avec la laine que moi la j'ai même que toi, tricotée, ouais. qu'il fallait la contacter. Donc voilà, il n'y a pas d'obligation. Moi, je lui ai juste dit, voilà,
J'ai lancé le test. Elle était au courant que je tricotais sa laine. Je lui ai dit, j'ai lancé le test. Et c'est là qu'elle m'a dit, je pense le sortir à telle date. Et elle m'a dit, si jamais les gens sont intéressés, voilà, qu'ils me contactent. Bien sûr. Donc, ça dépend. C'est l'entente avec la personne, avec le fil avec lequel on travaille. Et encore une fois, j'ai le papouas que j'ai tricoté l'année dernière, c'était une laine écossaise. J'ai pas spécialement contacté la personne parce que je l'avais acheté 4 ans avant, la laine. Ouais. Et pour autant, dès que le modèle est sorti, elle m'a rien dit, mais elle l'a acheté alors que j'aurais dû lui offrir. Ouais. Bon, bref, ça c'est mon les couacs parfois de la communication. Et voilà, c'est comme encore une fois, j'en reviens à mon anglais magnifique. J'ai pas osé, j'aurais dû. Et du coup, elle l'a tricoté et j'étais super contente parce qu'elle a joué le jeu aussi au final. Oui. Même si on n'en avait pas parlé avant, quoi. Ouais, je pense que ça peut donner lieu justement à des belles collaborations. Oui. Des échanges. Je pense qu'il y a un vrai... Il y a un vrai gain à avoir sur ces échanges, c'est-à-dire autant pour nous designeuses que pour teinturières, en fait. Je pense que quand une teinturière a quelqu'un qui fait un design avec sa laine, c'est intéressant. Ça met en avant. Derrière, ça met en avant, ça peut faire vendre des laines, il y a un échange. Et inversement, si la teinturière tricote un design que nous, on a fait avec sa laine, ça le met aussi en avant. Il y a une émulation, en fait, autour de ce partenariat. Oui. Ouais, c'est comme les créatrices qui vont utiliser certains tissus, même si l'impact est moins fort, ça peut aussi faire des jolies choses, quoi, des jolies collaborations. Tout à fait. Bon, je pensais aussi partager sur donc on peut trouver des designs donc sur les sites des créatrices, sur Ravelry. On a vu que tu avais un livre, donc il y a un grand nombre de livres qui sont publiés en France aujourd'hui, des livres de tricot, que ce soit des livres techniques, que ce soit des livres de patron. Et il y a aussi le format un petit peu magazine. Toi, tu t'es essayé à ce type de publication. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu rapidement l'histoire de cette aventure ? Tu parles du Knitness, j'imagine. Ouais. C'est un truc que j'avais envie de faire depuis pas mal de temps. J'avais envie d'essayer de faire un magazine un peu comme les magazines, je pense que c'est américain, Laine et il y a Pom-Pom Mag. Ouais. Enfin voilà, donc j'avais envie de dire, et si on en faisait un peu à la française, donc j'ai tenté. J'ai été suivie, on a fait 3 numéros, sauf que c'est difficile financièrement en fait, parce qu'on n'a pas les fonds d'une maison d'édition et les impressions. Et du coup... Donc voilà. C'est des petits livres qui ressemblent plus à des livres qu'à des magazines. Ouais, c'était des petits livres. Alors j'avais fait un format A5 parce que j'aime bien le côté poche et on peut l'emmener partout. Ouais. Et dedans, il y a plusieurs créatrices en fait, c'est ça ? C'est ça. J'avais donné un thème. Il y avait un thème, il y avait un code couleur un peu. Ouais. Et du coup, il y a eu des propositions. On a fait une sélection avec plusieurs personnes du milieu de la laine. Ouais. Et après, les sélectionnés ont développé leur modèle dans le magazine. Voilà, donc c'est des magazines de patrons. Mais je sais que, je crois que c'est Pom-Pom qui avait des problématiques de publication. Enfin, c'est tout ce qui est... en couture aussi, il existe des magazines aussi, comme ça, un petit peu haut de gamme, très créateurs. Et c'est vrai qu'en termes de durabilité économique, c'est compliqué. Ouais. Sur les 3 numéros, le numéro 1 a bien marché, il s'est bien vendu. Ouais. Le numéro 2, au début ça a été un peu compliqué, mais finalement c'était plutôt pas mal. Par contre, le numéro 3, ça a été compliqué, mais pas que en termes de vente, parce qu'il s'est plutôt bien vendu aussi, mais parce que entre deux, on a eu l'augmentation du prix du papier et de l'énergie. Mm-hmm. Du coup, j'ai pris 50% de frais d'impression. Et ouais. C'était plus viable en fait. Bah oui. Donc aussi, il aurait fallu en faire une très grosse quantité, sauf que mon objectif, c'était pas d'en avoir des centaines qui me restent sur les bras. Donc, parce que j'ai pas de quoi les stocker. Et est-ce qu'il y a eu une proposition qui a été faite de les vendre numériquement ou pas ? Non, j'y avais pensé, mais après, au niveau... C'est toujours un peu compliqué le numérique, même pour mes patrons individuels.
parce que on sait que ça circule en fait. Voilà, les gens ils se les échangent. Et le côté numérique fait que on sait pas où ça part, donc les gens vont l'acheter pour eux, mais des fois on sait que ça va chez un tel et chez bidule, et après elles se l'échangent à 10 et du coup au niveau rémunération c'est compliqué quoi. Bon, c'est un sujet qui est assez vaste et qu'il faudrait que je réaborde, pourquoi pas à l'occasion, mais qui se pose également sur les patrons de couture en fait. Ouais, mais après, voilà, la vie est chère, on cherche, c'est un loisir, donc on cherche tous à faire des économies sur certains Bien trucs. sûr. Et, les loisirs, ça en fait partie. Donc je le comprends, mais bon, c'est pas cool pour nous. Bah oui, non, mais pour le travail effectué. Ouais. Quel est le prix d'un patron de tricot aujourd'hui chez toi? Individuel, en Oui. PDF ou en... Ouais. Parce que du coup, je les ai en PDF et en livret. En PDF, si c'est un patron tout seul, il va être à 7,20 €. Et si Ouais. c'est un patron double, où il y a plusieurs options, il va être à 9 €. D'accord. Et en pochette? Et en pochette, ils sont à 10 € maintenant. Je les ai tous mis à 10 € parce qu'avant, je faisais le patron simple à 9 et le patron double à 10. Sauf que avec l'augmentation du papier, même 10, C'est compliqué. voilà. Je rogne un peu sur ma marge, quoi. C'est ça. En faisant tout à 10. Je voulais finir un petit peu par une association tricot-couture. Donc, tu disais que tu pensais ça en association. Toi, tu proposes régulièrement, ou tu partages en tout cas ce que tu fais toi par saison, on va dire une à deux, trois fois par an, des capsules créatives pour tes propres vêtements. Tu vas y associer certains tricots. Et donc, il y a très peu de temps, tu as fait, donc justement en novembre dernier, vous avez fait une création, entre guillemets, avec justement Margot de Domum, où elle a réalisé certains patrons. Et toi, tu avais réalisé certains tricots. Alors, je ne sais pas si vous l'avez pensé ensemble ou si finalement les designs s'associaient bien, mais en tout cas, vous les avez présentés ensemble et ça marchait bien. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire, parce que c'est quelque chose que tu pratiques personnellement? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais approfondir ou partager, ou est-ce que c'est juste à l'occasion de rencontres comme ça que ça se fait? Alors à la base, le projet, c'était donc pour le CSF. J'avais travaillé sur le design du CSF avec Yarn by Simone. Et en fait, j'ai proposé, parce que Margot, elle donne des cours aussi là où je donne des cours. Donc on a sympathisé et on s'entend très bien maintenant. Et je lui ai proposé si elle voulait de venir sur mon stand un jour. Et en fait, on est parti de là et on s'est dit, pourquoi pas associer ce que moi j'ai imaginé avec un truc qu'elle avait en tête. Et du coup, on a créé... comme ça, une petite capsule autour de la sortie, quoi. Mais ça s'est fait après. Mais effectivement, le fait de construire un look comme ça, moi, je trouve ça intéressant puisque c'est ce que je fais en temps normal. Donc, s'associer à une autre marque, c'est assez génial. Voilà. Et donc, justement, toi, tu vas participer à bientôt. On va te retrouver en salon à Bruxelles, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, tu seras au Bruxelles Fil Festival, le festival du fil. Festival du fil, tout simplement, à Bruxelles, organisé par Rebecca de Marcel Fabrics. Et donc, tu seras aussi, on pourra y retrouver Margot de Domum, plein d'autres créatrices teinturières, créatrices de patrons de tricot, des teinturières, des créatrices en tout cas des productrices de tissus, des créatrices de patrons. Et donc, ça permettra à toutes celles qui nous écoutent aujourd'hui ou qui auraient envie de découvrir ton univers, ton travail, ou d'autres créatrices de tricot, de se lancer peut-être avec toutes ces informations et de se lancer dans le tricot. Tout à fait. Bon, écoutez, j'espère que ce deuxième épisode sur le tricot vous aura donné envie de vous lancer, peut-être avec le Sophie Scarf ou la Sophie Scarf, je ne sais pas. Ce petit foulard très fin, très très en vogue. Je ne sais pas pourquoi il a explosé ces dernières semaines. Mais bon, en tout cas, c'est un projet débutant friendly, qui est tout à fait adapté aux débutants. Et ça peut être une première proposition pour se lancer. Et comme tu disais, arriver au bout et être satisfait, se donner envie d'aller plus loin, peut-être avec après un bonnet, un pull, un gilet, etc. Découvrir aussi les patrons de Mylène. Et puis si vous avez d'autres questions, on pourra à l'occasion refaire
un épisode sur le tricot, pourquoi pas. En tout cas, merci beaucoup Mylène. On peut te retrouver sur Instagram à Folie Ordinaire. Donc tu disais avec le O qui est en fait un 0. Oui, c'est ça. Le O de ordinaire. C'est ça. Donc on peut trouver sur Instagram, sur ton site internet et sur Ravelry. Donc si sur Ravelry vous cherchez créatrice de patron. Et puis on peut aussi suivre sur Instagram tes projets couture. Voilà, si vous êtes plus couture que tricot, Mylène propose un petit mood board et des looks qu'elle va réaliser au fil de l'année. Donc, n'hésitez pas à la retrouver. Merci beaucoup, Mylène, d'avoir participé aujourd'hui et d'être venue nous parler tricot. Merci à toi. Et puis, vous pouvez retrouver aussi son livre qui s'appelle Adapter un patron de tricot. Voilà. Si vous avez envie, vous, de lancer dans une adaptation personnalisée de votre projet, et ben, bon tricot à tous. Et puis, merci beaucoup, Mylène. Bonne soirée. Merci. À bientôt. Toutes les infos partagées lors de cet épisode sont à retrouver sur le site ateliersherwood.fr. Merci de ton écoute. Et puis, tu veux te sentir mieux dans tes vêtements et dans ta vie ? Morphologie, colorimétrie, coaching en images, je suis là pour toi. Tu veux en savoir plus sur mon travail ? Suis-moi sur les réseaux sociaux, sur mon site et contacte-moi pour qu'on discute. Merci de ton écoute et à très vite.